Alors donc aujourd'hui on va amorcer le dernier cours avant du coup une période de conclusion. Et ce dernier cours, pour être franc avec vous, j'avais envie de le vivre un peu comme une sorte de grande expérience, comme on a vécu depuis le début de ce séminaire. On a un peu voyagé entre les œuvres, on a dérivé entre les villes et aujourd'hui le thème que je voulais aborder justement c'était ça, c'était comment on pourrait aller d'une œuvre à une autre et qu'est-ce que ces comparaisons nous importent. Et moi étant doctorant donc, en littérature comparée, cette idée de comparaison, c'est un peu la grande question. Qu'est-ce que mettre deux œuvres côte à côte va nous apporter dans notre travail? Et l'amorce que j'avais au départ, c'était justement de créer une sorte de grand répertoire d'œuvres ayant tous pour thème la ville et les questions qu'elle pose. Euh, Arrivé à la fin de ce séminaire, je trouvais censé justement qu'on s'interroge sur ça, sur qu'est-ce qu'au final cette lecture de la ville nous permet et donc je reviens sur des questions plus fondamentales peut-être pour clore ce séminaire. Et donc cette séance se nomme Le monde comme une bibliothèque, avec une image que j'aime toute particulièrement, c'est un peu cette bibliothèque universelle, un peu une bibliothèque d'Alexandrie ou une tour de Babel où on trouverait justement toutes les œuvres du monde. Et si un jour venait l'idée à quelqu'un de mal ou bien intentionné, je ne sais pas, de créer cette bibliothèque urbaine où on pourrait consacrer à chaque ville sa bibliothèque, qu'est-ce que cela donnerait et qu'est-ce que cela dirait de ces espaces. Et la première idée dont je me suis, qui m'est venue, c'est qu'il y a autant de manières de parler de la ville qu'il y a de villes et qu'il y a de citoyens surtout. Puisque peut-être pour vous spoiler la conclusion de notre séance, qui serait légitime de parler de la ville ou de sa ville, je pense que la réponse serait personne. Il n'y a pas de manière de parler de la ville, alors cette séance se vivra donc comme habituellement nous avons de dériver entre les œuvres. Et pour commencer, si on reprend la séance dernière, je vous avais lâchement abandonné entre la vie d'Ernest Pignon-Ernest et JR, et on pourrait reprendre notre chemin ici. Je vous avais montré le travail d'Ernest Pignon-Ernest et de ses collages qui donc représentent ses dessins réalisés en atelier et qui vient appliquer directement dans les rues. Et donc on avait qualifié ça d'œuvre in situ, car l'œuvre donnait la parole au lieu. Et ici, avec ces collages, donc il a réalisé à Naples, il y a un véritable dialogue qui s'installe. Je ne dis pas que les autres ne sont pas dialogues, mais je trouve que ici il y a vraiment un sens. Si on reprend les sens premiers dont on a cherché un peu l'idée quand on parlait de dérive situationniste, avec l'idée de faire ressurgir le passé de la ville à travers justement cette idée de déambulation par le hasard. Et ici, Ernest Pignon-Ernest refait surgir cette âme de la ville à travers les modèles qu'il choisit donc, pour cette série, puisque tous les modèles qu'il dessine sont donc des modèles issus des peintures de la Renaissance, dans les figures du Caravage, aussi de Michel-Ange, et elles viennent hanter justement ou retrouver leur place dans les rues de la ville. Et d'autant plus qu'il arrive, à travers vraiment un travail de réflexion, à faire ressortir ces modèles dans l'espace. Notamment si on prend la première image, où le cadre du tableau devient une fenêtre, et où les têtes de ces condamnés en fait trouvent en quelque sorte une certaine exhibition dans la ville. Sur la seconde, on a ce corps très
baroque qui sort comme ça d'un soupirail et qui voilà, vient s'étaler sur le trottoir et s'entame ainsi une conversation avec le lieu. Aussi, la semaine dernière, j'avais amorcé quelques mots sur Jacques Villeglé et son travail d'affiche, où ici, on pourrait plus voir l'inverse qui se produit, l'idée d'extraire ce que la rue nous donne pour justement créer un espace de contemplation. Si on rappelle la pratique de Villeglé, Villeglé récupère donc des affiches qui ont eu leur vie dans la rue. Il y a vraiment presque un travail performatif dans cette récupération. On peut voir, donc il y a vraiment l'implication de l'artiste dans la rue comme un métier, une œuvre d'artisanat en quelque sorte, de décollage directement sur les murs. Et à partir de ces affiches, il va en créer des œuvres plastiques en les resculptant, leur donnant pour la plupart du temps des formes de toile, quoique certaines fois on a pu voir dans sa carrière des œuvres rondes, mais voilà, la plupart du temps ce sont des œuvres de format toile qui justement peuvent trouver un lieu d'exposition dans les musées. Et donc là, on extrait ce qu'il y a dans la rue pour l'imposer dans un autre endroit. Et entre ce qu'on voit avec Ernest Pignon-Ernest qui sort les œuvres du musée pour les mettre dans la rue et Villeglé qui prend ce qu'il y a dans la rue pour les mettre dans les musées, on voit un espace de dialogue qui se crée. Et la notion de dialogue dans la séance d'aujourd'hui a toute sa place. C'est vrai que c'est un mot que j'emploie très souvent, et en littérature comparée, quand on a des échanges de goût et d'inspiration qui apparaissent, le dialogue se fait naturellement. Et c'est un peu la question que j'ai envie de me poser. Se fait naturellement, mais comment ça? Comment elle peut se produire naturellement? Comment le dialogue entre des choses qui n'ont peut-être sans doute rien à voir vient à s'établir? Et pour rentrer pleinement dans le sujet de notre séance, la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on mettrait dans notre bibliothèque? Eh bien, moi je suis un grand passionné de films, donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de films que de livres, et peut-être même de bandes dessinées. Mais pour commencer, le film Murmure d'Agnès Varda, qui tiendrait une place particulière, parce que je crois que c'est un des premiers films, un des premiers objectifs qui s'est penché sur cette manifestation de production urbaine, comme ça, instantanée. On peut aussi penser à Brassailles, ça c'est sûr, ça aurait quelque chose que j'aurais beaucoup aimé aborder, mais il aurait fallu peut-être encore 10 autres séances. Mais Brassailles avait travaillé, enfin, avait consacré une série de photos sur les premiers qu'on pourrait caractérisé comme graffiti dans Paris, avec voilà, un regard très mystérieux, quasi mystique sur ces signes gravés dans les murs de Paris, avec un spectre de Jacques Prévert sur cette histoire, mais j'ai décidé de le passer. Et Agnès Varda, quand elle réalise ce film, donc elle part à Los Angeles avec Jacques Demy, qui est son compagnon de l'époque, et elle a cette accroche. On va pas parler tout de suite de dialogue, mais elle a une accroche sur ce qu'elle voit se manifester sur les murs, qui est cette production, qui se réalise par des groupes, mais aussi par des gens dans une manifestation individuelle aussi. Ça c'est important quand on étudie le street art. Est-ce qu'il se produit en groupe ou seul? Est-ce qu'il se produit avec l'appui d'autres personnes ou par acte de vandalisme, ce qui nous ramène encore une fois à la séance dernière où, quand je vous parlais de Shepard Fairey, la part d'illégalité aussi posait question, la part de partage de l'univers, enfin de l'univers urbain, de l'univers urbain se pose. Et pour amorcer ce regard, je voudrais vous lire un court texte que Jacques Demy a écrit justement sur Los Angeles. Et d'ailleurs, le texte s'appelle « Sur Los Angeles ». Los, les anges, gelés, gelure, baie des anges, jusqu'à Los. Hollywood, Hollywood, Hollywood.
Star, c'est tard, trop tard, Holly, Hollywood, Malibu, Malipance, Malibou, Marabout, Mar-Bou, les cailloux, Beverly Hills, Palme, longue et maigre, font date. Pourtant, il n'y donne pas. Smog, bleu du ciel, parking, station d'essence, Long Beach, Hermosa, Venise, Californie, Vive Street, Columbia, Tiba, Rêve en boîte, Foire, Mont Hollywood, mon vieil Hollywood, maintenant, Pickford, Fairbank, Chaplin, Wells, Haworth, Turner, Stanway, Baylor, Wild, Cucor, Kelly, Barbeau, Marilyn, Grant, Cooper, tout ça se perd. Los Angeles, tu me délaisses, je me délasse dans tes rues, lasses, passantes. Nicholson, Strange, Elliot Grand, les Fonda, Western, Tern, les vieux lions de la métro. A fermé sa gueule, le musicien s'est endormi. Kelly l'a mis au lit, Hollywood, mon vieil ami, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il mouille, il pleut, c'est la fête au poisson bleu. Que de mythes. Et justement, quand on s'attarde sur la bibliothèque du monde, le mythe est présent. Dans cette énumération que fait ici Jacques Demy, on a tous ces mots qui s'enchaînent, on a une sorte d'inventaire à l'après-vers, pour reprendre encore ce mot, et on le réempruntera encore tout à l'heure. C'est cette suite d'idées qui apparaît comme ça. On a à la fois les jeux de mots, Hollywood, les noms sur les stars, les mots qui se déforment aussi. Moi, mon préféré, c'est les vieux lions de la métro, le vieux lion de la métro a fermé sa gueule, ce qui fait référence en fait au film du studio de production, je sais pas si on a ce rugissement de lion, et donc qui fait référence à ça, et comme si justement dans ce rugissement en fait c'était le début, une sorte de prémisse à cette aventure hollywoodienne. Et pour croiser ce regard que fait Jacques Demy avec celui que fait Varda, c'est le mythe en fait, le mythe qui s'écrit dans les rues. Puisque dans ce documentaire, enfin ce film, ce qui est intéressant, c'est le temps que ces fresques vont rester au mur, que ces dessins vont être là. Et quand elles sont apparues, alors ça c'est la grande énigme, elles sont apparues comme ça du jour au lendemain, et elles vont perdurer. Et à elles seules, elles vont faire naître le mythe. Le mythe de... C'est pour ça que je vous ai mis cette seconde image où on a la traduction de ce que dit la voix off du film, Los Angeles, cette cité plate in the desert, pardon pour mon anglais, mais voilà, c'est Los Angeles quand les gens en parlent, enfin, on parle de manière positive, c'est toujours cette apparition en fait, et derrière cette apparition, le mythe qui arrive. Et le fait que Varda prenne sa caméra et filme Los Angeles, il y a quand même quelque chose qui n'est pas anodin. C'est la nouvelle vague qui se penche sur le nouveau monde. On pourrait dire c'est l'ancien monde qui se penche sur le nouveau cinéma. Et il y a quelque chose qui va s'emboîter. Et c'est toujours des rencontres comme ça qui vont créer le dialogue. On pourrait parler d'un autre dialogue sur une autre ville, qui serait le film de Vertov, L'homme à la caméra.
Alors en quelques mots, ce film sort en 29, c'est un des grands films soviétiques, surtout le dernier film muet de Vertov. Donc le tournage de ce film a pris environ 3 ans. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ce film se veut être une traversée de la vie. Comme quoi les soviétiques avaient toujours de grands rêves. Puisqu'on commence par la naissance et on finit par la mort. Le film commence par le réveil et se finit par le sommeil. Et entre ces deux bornes, on a une traversée frénétique de la ville. Et en fait, ce film, c'est une réflexion sociale. Vertov, ce qu'il a voulu montrer en filmant cette ville, c'est où l'homme trouve sa place dans la modernité. Et cette notion de où trouver sa place dans la modernité, c'est un petit peu l'épitaphe de notre cours, je pense. C'est où l'homme se placerait dans cette ville qui peut-être accélère cette modernité que l'homme doit peut-être subir ou peut-être enjoliver, comme on a pu voir tous les détournements du quotidien dans les cours précédents. Et donc Vertov, déjà par un montage assez avant-gardiste, on va avoir beaucoup de sortes d'effets spéciaux dans le montage. On va avoir de la réflexion, par exemple des plans qui se superposent. Par exemple sur cette image, on a l'œil qui se superpose à l'objectif de la caméra, d'où on trouve directement le rapport l'homme à la caméra. L'homme devient la machine, ou la machine donne un nouveau rapport au monde à l'homme. Et par cela, va commencer à se donner quelque chose d'autre. Est-ce que quand le cinéaste va porter un regard sur la ville à travers l'objet technique qu'est la caméra, l'objet technique ne va pas lui-même modeler autrement le paysage? C'est exactement ce qui se passe. C'est le montage qui va imbriquer tous ces enjeux. D'ailleurs, c'est assez intéressant de parler de montage ici, puisque avec les situationnistes, on avait vu l'idée du détournement. Le détournement, c'est justement un jeu de montage pour rendre compte d'eux. Et ce jeu de montage était très présent dans les comptes rendus de psychogéographie, de dérive, pardon. Et d'un coup, les montages donnaient une autre impression de cette dérive. Et la dérive, en soi, était une autre impression de la ville. Et donc, on avait des éléments qui s'emboîtaient et qui allaient donc donner un autre sens à un autre sens. Comme si, par la création, la ville trouvait une forme et par le médium, elle trouvait encore une autre forme. Et c'est peut-être là que se placerait l'idée d'immortalité des villes, en quelque sorte. Puisque, je vous rappelle, le premier cours qu'on a pu voir, c'était vraiment cette modification de la ville tout au long de l'histoire, et à travers certaines traces, elle restait en quelque sorte immortelle, sous une cloche. Et peut-être justement, cette prolifération d'œuvres représentant la ville, c'est cette idée de plonger la ville dans ce bocal de formol. Et Vertov, justement, a conscience de cette accélération. Et dans cette accélération, il essaye de trouver un autre rythme. Et par exemple, quand il filme les machines des usines, il va venir superposer d'autres plans qui vont donner un autre rythme à l'image, un rythme beaucoup plus lent. Par exemple, ici, c'est un visage qui va bouger, mais de manière très délicate, contrairement à la turbine qui est juste derrière, et qui va donner une autre dynamique. Autre image que je trouve intéressante et qui est assez représentative du film, c'est le cinéaste sur la caméra. Et donc là, on revient un peu à l'œil dans l'objectif, c'est où se situe le créateur vis-à-vis de son média. Et là, on le retrouve encore avec sa caméra. Alors, ce n'est pas Vertov, mais on a encore ce rapport à l'objet, l'artiste qui fixe. On aurait pu aussi consacrer un cours, par exemple, aux artistes se photographiant dans les vitrines. Je pense qu'on peut au moins en trouver 50 facilement.
Et ce rapport de l'artiste qui se représente en train de travailler dans le milieu, et encore plus dans le milieu urbain, est très présent, puisqu'en quelque sorte on pourrait y voir une, une barre de mesure. L'artiste est là, l'artiste se représente dans son milieu. Il n'est pas seulement producteur, il est aussi acteur. Et l'acte de création devient vraiment majeur dans la production elle-même. Et L'homme à la caméra, c'est exactement ce que ça montre, c'est que malgré ce film sur la ville, où on a une accélération, on a on a vraiment le summum de la modernité, on voit le train, l'affluence des usines, le mouvement de la rue, et il y a toujours cet homme qui est là. Et je trouve que cette deuxième photo est excellente, puisqu'on a toujours l'impression, dans le film de L'homme à la caméra, c'est que l'homme se tient à reculons de la situation. Il est toujours à part. On le voit, on le voit déjà parce qu'il filme, mais on le voit aussi car il est observateur. Et je trouve que la ville accentue réellement ce décalage entre l'observateur et les observés. Et c'est d'ailleurs ce qu'on aurait pu aussi souligner quand on parlait des performances de Francis Allais. Toujours trouver un décalage, parce que le créateur a conscience de ce qu'il voit et conscience du rythme. Et à partir de cette prise de conscience, le montage, en quelque sorte, de l'œuvre va trouver une nouvelle forme par cette prise de conscience qu'il y aurait justement cet observateur qui existe. Alors, il ne faut pas que je me perde trop non plus. Mais voilà, par exemple, cette idée, j'aime beaucoup cette image, ce plan dans le film est très intéressant parce qu'on voit en fait les gens avancer dans la rue et en superposition, on a deux caméras qui les filment, un peu comme des rats de laboratoire qui sont sous l'emprise d'une expérience sociale. Et il y a toujours ce point de vue aussi qui diffère, ce point de vue en hauteur, très présent. Par exemple, quand je vous parlais d'Ed Ruscha, d'ailleurs c'est marrant, on pourrait faire le lien avec le texte de Demy tout à l'heure, Demy qui parlait des stations essence et des parkings, Ed Ruscha qu'on avait vu dans le cours sur la psychogéographie justement, si je ne me trompe pas, qui prenait des photos de Los Angeles en hauteur, et d'un coup cette prise de position extraordinaire, hors du quotidien, va apporter une modification sur notre regard propre de notre quotidien, puisqu'ils vont décaler notre regard. Et à partir du moment où on a ce décalage, on va avoir autre chose. Et le décalage, justement, serait peut-être le second point de ce dialogue. Le dialogue se ferait à partir d'un décalage, puisque ce décalage permettrait justement quelque chose d'autre. Et quand on parle de quelque chose d'autre, d'un point de vue différent, le dialogue devient tout autre. Et là, on va parler vraiment d'un grand décalage en prenant le virage de la science-fiction. C'est une œuvre que je n'aurais jamais pu couper en parlant de la ville, mais Metropolis est sans doute la plus grande œuvre. Je crois que pendant ce séminaire, j'ai dû dire 20 fois la plus grande œuvre, mais c'est la plus grande œuvre qui aborde la ville. Alors ce n'est pas un film sur la ville, mais c'est un film dont la ville a un véritable rôle. On pourrait presque la voir au générique. Et déjà dans le titre, Metropolis. Metropolis, c'est le nom de cette ville. Et on pourrait y voir plein de significations. Par exemple, déjà la police, l'idée de la surveillance. Voilà, c'est des questions d'étymologie, mais qui est toujours bon d'avoir, surtout quand on parle de ce film, cette idée de surveillance, le métro, le moyen de transport aussi, la vitesse, le rythme, on y revient encore. Mais Métropolis, en soi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que les œuvres qui s'appellent par des noms de villes. Parce que directement, on a l'impression d'ouvrir une porte. Par exemple, tout à l'heure, je vais vous parler d'un film qui a un nom de ville. Je vais garder le suspense. Mais pour tout le monde, maintenant, quand on entend ce nom de ville, on a presque plus souvent l'impression d'entendre le nom de l'œuvre
que le nom de la ville. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Et c'est presque là qu'on ouvre la porte de la bibliothèque. Et dans Metropolis, il y a un truc qui m'a toujours étonné. Alors, il commence à être un petit peu kitsch comme film, mais il a une véritable qualité plastique. Et justement, par ces défauts techniques qu'on voit aujourd'hui, par le progrès du cinéma, on trouve quelque chose d'encore plus poignant, qui révèle justement les vraies intentions de Fritz Lang. C'est les éléments qu'ils ont donc voulu mettre en évidence. Et c'est ce jeu d'échelle. Parce qu'on voit véritablement, ça c'est cette image que j'ai mis là, c'est un plan qui fait date, puisque on a un plan large sur une ville futuriste. À l'époque, c'était juste dingue. Et bon, je vous cache pas, c'est un modèle réduit et qui est actionné par une minutie assez surréaliste. Et on a vraiment ce sentiment d'écrasement. Vous pouvez voir dans la rue centrale, on voit les voitures, on voit les ponts qui existent, on voit les avions. Et à côté de ça, on a cette masse brutaliste qui vient écraser des deux côtés pour nous attirer vers le bâtiment où va se dérouler l'action. Et la ville, en fait, va donner toute l'histoire. C'est l'histoire de l'homme qui se fait écraser par la modernité, pensant la maîtriser. Car le narrateur de Metropolis essaye de transplanter une âme dans un robot. Et bien évidemment, on sait tous ce qui va se passer. Si on regarde même les affiches du film, la ville devient personnage, ou la ville devient l'extension du personnage. On voit, là c'est marrant parce qu'on a sur les deux affiches à peu près le même propos, le visage du robot qui prend appui sur la ville, ou la ville qui prend appui sur le robot. Et d'un coup, on a un jeu qui se crée. Bon, ma préférée, c'est la toute dorée, c'est mon côté bling bling, mais on a vraiment cette émulation du corps du robot, comme si la ville sortait du personnage. Et l'inverse, on pourrait lire peut-être justement le robot qui trouve naissance dans la modernité de la ville. Voilà, là, je vous ai remis le plan qu'il y avait au départ, et avec un focus, voilà, on a cette entrée dans la ville, on rentre et on est toujours aussi serré par ces deux masses. Et c'est vrai que dans les films de Fritz Lang, il y a quand même cette architecture qui revient très souvent. Déjà, Fritz Lang a étudié l'architecture à Vienne, tout comme son père, et de ses études, il en a vraiment gardé l'image de tous ces plans qu'il a pu voir, de tous ces modèles réduits. Et dans ses films, on a toujours une sorte de patchwork d'images comme ça qui nous revient, une sorte vraiment d'assemblage, de collage, de cut-up, comme on a pu voir avec la Beat Generation, où en juxtaposant côte à côte ces morceaux, on va avoir vraiment une structure moléculaire qui va apparaître, et la ville va devenir vraiment un organe à part entière. Et dans cette ville, il va y avoir une lutte qui est la lutte entre plusieurs mondes, car l'architecture va dessiner en quelque sorte l'ossature des personnages. On va avoir une ossature sociale qui va apparaître. On va avoir la ville d'en bas, la ville basse. Et plus on va monter, plus on va avoir cette ascension sociale. Et cette idée de morphologie dans les villes et comme ça, de villes hautes, de villes basses, est très présente. On peut penser bien évidemment à Gotham. Bon, je suis un peu déçu, mais je voulais la déplacer. Bon, je l'ai mis là, tant pis. Mais ça fait toujours plaisir de croiser Batman. Et dans Gotham, on a, à Gotham même, on a cette structure aussi architecturale qui existe. On a les bas-fonds de la ville. Puis, en s'élevant, on va avoir cette ville de businessman qui va arriver. Et Batman, je reviendrai plus tard, mais je trouve intéressant d'avoir
quand même ce petit clin d'œil, et notamment encore plus dans la série Gotham, parce que dans la série Gotham, on est constamment, dans les premières saisons surtout, à explorer les bas-fonds. On explore toujours en partant du bas. Le narrateur dans les histoires part d'en bas pour arriver en haut. Et rares sont les histoires qui font l'inverse. Mais j'en ai trouvé une. Et il s'agit de mon film préféré en plus. Le Roi et l'Oiseau de Jacques Prévert et de Paul Grimaud a cette ossature, cette ville du haut, cette ville d'en bas. Et il y a très peu de personnages dans cette histoire. On est dans une ville quasiment désertée. On est presque dans le post-Gotham, dans le post-métropolis. Tout le monde a quitté la ville. Et on a une belle ville comme ça. On a une ville vitrine, ce château. C'est le château de Tachycardie, du roi Charles V, et 3 font 8 et 8 font 16. Et dans le film, il y a une scène qui est assez flagrante et qui est pour moi l'une des plus belles scènes, c'est la scène de l'ascenseur. Le roi revient de sa partie de chasse sur une des terrasses, et pour remonter dans ses appartements secrets, qui se trouvent tout en haut du château, ici, il prend un ascenseur. Et dans cet ascenseur, il est accompagné de son valet qui actionne la manette. Et l'ascenseur parle. L'ascenseur énumère les étages. Et là, pour une fois, je ne vais pas abuser du mot, nous avons un inventaire à la Prévert, écrit par Jacques Prévert. Et nous commençons. Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, solde et tout compte, prison d'État, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et nous allons voyager comme ça, dans l'ascenseur, en passant par tous ces lieux, musée de l'armée, jardin des plantes, galerie des ancêtres, grand atelier du roi, et ainsi de suite. Et on va monter, et on voit le roi tranquillement assis sur son trône, et d'un coup, la caméra va quitter l'ascenseur, et on va voir l'ascenseur de l'extérieur, et hop, voici l'ascenseur, et on traverse tout le château pour monter jusqu'en haut. Et là, on va découvrir l'architecture du château. Une architecture faite de patchwork, encore une fois. Un véritable cut-up architectural. On va avoir beaucoup d'éléments qui vont cohabiter. On va passer de la Renaissance au temps moderne avec ce bâtiment qui m'a toujours fait peur étant petit. C'est une tour en verre en plein milieu du château. Et elle m'a toujours fait peur parce qu'en fait, c'était là que logeaient que logent, je pense, ils sont toujours là-bas, je présume, la gendarmerie. Ils n'ont pas trop de nom, mais ils sont vêtus d'un complet noir avec un chapeau melon, comme tout bon agent secret. Et d'un coup, on va arriver à un niveau dans le château où l'ascenseur va carrément quitter son axe vertical, va être pris par une autre grue et va l'emmener encore ailleurs. Et là, on va découvrir une nouvelle façade du château et on va encore monter encore plus haut, toujours plus haut pour arriver à la dernière étape, qui sera 286e étage, appartement secret de Sa Majesté. Et d'un coup, donc en fait l'ascenseur est accompagné d'un bruitage un peu futuriste qu'on retrouve dans les films de Charlie Chaplin dans les temps modernes, avec des bruits de machines très étranges. Et d'un coup, quand on arrive dans les appartements secrets de Sa Majesté, on a un autre timbre musical qui apparaît, qui est beaucoup plus doux, qui est joué au clavecin, et on domine entièrement le château. Et ce que je trouve intéressant, pour revenir un peu en arrière, c'est l'appartement secret du roi. On a vraiment cette impression qu'elle est sur cette colonne, comme ça, elle est encore plus haut que haut. Et c'est un peu comme ces ermites qui se mettaient sur des colonnes pour côtoyer le ciel et rentrer en contact avec le divin. Sauf que dans le ciel, il n'y a aucun divin. Mais il y a encore plus divin que le roi. C'est l'oiseau. Puisque l'oiseau a son nid au-dessus des appartements secrets. Le roi ne le sait pas. Mais heureusement pour l'oiseau. Et dans cet appartement secret, il y a toute une collection de tableaux assez impressionnants, notamment 2 tableaux. L'un représente une jolie bergère et l'autre un pauvre petit ramoneur de rien du tout.
Mais sauf que quand le roi dort, les deux êtres sont follement amoureux. Mais le roi est amoureux de la bergère. Et il faut faire quelque chose parce que si le roi se marie avec la bergère, le ramoneur ne pourra jamais se marier avec la bergère. Donc, le ramoneur décide de fuir l'appartement secret. Et ils vont descendre dans le château. Et on a donc le trajet dans le sens inverse qui va être effectué tout en ayant le roi qui leur court après. Et ici, par exemple, nous avons cet escalier infernal qui est un plan tout à fait extraordinaire, digne de Chérico, où on a un escalier sans fin qui mène nulle part, et on a ce gardien de musée qui leur court après. Et ce qui est extraordinaire dans cet escalier, en fait, dans le montage des plans, pour revenir peut-être à Vertov, qui sait, c'est que on voit les personnages descendre, mais je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient cette volonté, c'est que on les voit faire du surplace, on les voit courir, mais sur place, comme si cet escalier était un escalier roulant et qui ne pouvait pas descendre plus bas que le permet l'escalier. Et donc ces deux amoureux vont descendre si bas qu'ils vont arriver sous terre. Et sous terre, bah, il y a des gens. Il y a des gens qui n'ont pas vu d'oiseau depuis très longtemps. Et quand ils vont entendre l'oiseau parler, eh ben, ils vont être plus que surpris. Et sous ce château, il y a des animaux. Il y a des lions qui dansent très bien. Il y a un robot géant. Et le plus fou, en fait, dans l'univers de Tachycardie, se voit pas. Il est sous terre, il est caché. Et c'est que par cette volonté de fuir que la bergère et le ramoneur trouvent cet extraordinaire, justement. Puisque tout ce qui se trouve au-dessus a déjà été conquéri par le roi. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette image du rhinocéros avec le roi qui se trouve fièrement dessus. Et on ne voit pas très bien, on ne voit même pas du tout, mais en fait, dans sa main gauche, le roi a une lance, et pour sonner l'heure, il tape sur le dos du rhinocéros. Le rhinocéros sonne et acquiesce la tête. Je trouve ça juste extraordinaire. Mais le roi marque le temps dans son royaume. Il y a des royaumes déjà conquis. Et quand on parle de bibliothèque du monde, on pourrait se poser la question de qui est légitime de parler de ce monde. Est-ce que ce sont les conquérants, les rois, qui ont déjà conquis tout le royaume, ou est-ce que ce sont les bergères et les ramoneurs qui, justement, partent explorer et partent voir, justement, qu'est-ce qui peut se passer plus loin. Et le fait que ce soit un oiseau qui nous narre cette histoire, c'est marrant parce que, bon, c'est peut-être un reprochement facile que je fais, mais l'oiseau nous narre l'histoire, mais tout du long du film, l'oiseau n'a de cesse de narguer le roi. Il y a une moquerie constante de l'oiseau sur le roi, ce roi qui pense tout savoir, alors que l'oiseau, comme l'oiseau le dit si bien, il arrive même à parler au soleil tellement qu'il est libre. Et cette notion de liberté dans l'espace, c'est clairement le droit à la ville d'Henri Lefebvre. C'est où peut-on aller et avec l'accord de qui? A-t-on vraiment besoin de l'accord de quelqu'un pour aller quelque part? Telle est la question. Et cette question, il y a d'autres personnes aussi qui se la sont posées. Où a-t-on le droit d'aller? Qui sommes-nous dans ces autres endroits? Et cette question, j'ai trouvé un début de réponse dans ce film qui s'appelle Lost in Translation de Sofia Coppola, sorti en 2003. Et qui raconte, là aussi c'est marrant, il y a très peu de personnages dans ce film. Il y a vraiment deux grands caractères. Donc c'est Charlotte, qui est jouée par Scarlett Johansson, et Bob Harris, joué par Bill Murray. Et l'histoire est toute simple. L'histoire est même beaucoup trop simple pour certains. Bob Harris, joué par Bill Murray, arrive à Tokyo. C'est un homme célèbre. Et il vient à Tokyo pour tourner dans une publicité pour du whisky. Et c'est la meilleure scène du film, je pense, cette séance de tournage
pour le whisky. Et il est logé dans le plus bel hôtel de la ville. Et il a tout. On lui accorde tout ce qu'il veut, mais c'est l'homme le plus triste du monde. Et c'est pas sans rappeler le roi du roi et l'oiseau. Il a tout ce qu'il veut, il a la célébrité, la richesse, il a du travail, il est désiré par des gens, puisque il a une armée de gens à ses soins. Et à côté de ça, il faut au moins, je pense, attendre 10 minutes dans le film avant qu'il commence à parler, tellement qu'il est là, en fait, de sa vie. Et pas très loin de lui, dans une autre chambre du même hôtel, il y a Charlotte. Charlotte aussi a tout pour plaire, enfin elle a tout pour avoir une vie rêvée en tout cas, puisque elle a un mari qui gagne beaucoup d'argent, suffisamment pour qu'elle ne travaille pas, et elle a même tout le temps qu'elle veut, puisque en fait elle est juste dans sa chambre, et son mari va travailler, il revient, il ramène de l'argent. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle passe sa journée, en quelque sorte, à fréquenter la mélancolie. Et ce film est très lent. Et il a un rythme particulier. Tout à l'heure, on parlait du rythme frénétique de Vertov. Et bien là, on est vraiment dans le sens inverse. On est dans quelque chose où la contemplation prend le dessus sur la narration. Et il faut attendre un moment avant que ces deux âmes se rencontrent. Et en attendant cette rencontre, on a ces plans vus par les fenêtres des hôtels sur la ville qui semble silencieuse, où on a juste les lumières la nuit qui apparaissent. Et ils vont se rencontrer, donc, et à eux deux, ils vont découvrir d'une autre manière Tokyo. Et ils vont la vivre pleinement, ils vont trouver une sorte de folie à la ville. C'est un peu le bergère et le ramoneur des temps modernes, made in Japan. Et la romance va s'enclencher comme ça, dans la solitude de la ville. Deux âmes se rencontrent et ainsi commence l'histoire de la modernité. Et il y a un lieu en particulier que j'aime énormément dans le film, c'est le bar de l'hôtel, qui se trouve, que je ne dise pas de bêtises, au 35e étage, au 58e étage, et où nous avons une sorte de déferlante du tourisme américain dans cet hôtel, et qui ont colonisé le bar de cet étage. Et malgré tout, ils se sentent encore plus étrangers parmi les gens qui ont la même nationalité qu'eux. Et Lost in Translation, donc perdu dans la traduction, c'est cette histoire. C'est l'histoire de deux personnes qui ne savent plus du tout où elles sont. Elles sont perdues en eux-mêmes, et cette perdition morale se retranscrit dans une perdition géographique, puisque Bob Harris ne parle pas un mot de japonais et est juste déconcerté par tout ce qu'il voit, notamment dans cette scène où il tourne la pub pour le whisky. Le producteur de la pub parle énormément, il crie, il va dans tous les sens, et il demande à sa traductrice qu'est-ce qu'il dit, et puis la traductrice lui dit ah, vous faites tout très bien, en fait, il est juste content. Et ça reprend, le producteur va parler encore plus vite, va crier encore plus fort, il redemande à sa traductrice, et la traductrice dit non, c'est extraordinaire ce que vous faites. Et il y a une sorte d'incompréhension qui vient s'installer. Et justement, c'est cette incompréhension qui va créer la narration dans l'histoire. Et notamment Bill Murray, dans un plan assez amusant, on le voit en train de prendre sa douche, mais le pommeau de douche est beaucoup trop bas, il ne peut pas le lever, du coup il est obligé de se pencher. On a presque l'impression de voir Jacques Tati dans Playtime, comme on a pu le voir, ce corps beaucoup trop grand qui cherche sa place, qui est obligé de se tordre. On a encore un autre plan où on voit Bill Murray en train de regarder... Bob Harris, pardon, qui est en train de regarder un cours d'aquagym dans une piscine qui se trouve sur un rooftop, dont on a une vue dégagée sur Tokyo, et l'absurdité s'installe dans cette histoire. Et les seuls moments où cette absurdité se brise, c'est quand les deux personnages
font cette soirée juste folle dans les rues de Tokyo, et d'un coup, dans cette folie qu'ils vont trouver l'un envers l'autre, il va avoir une lucidité qui va apparaître. Bizarrement, il va avoir une bascule, tout comme dans Le Roi et l'Oiseau, avec cette idée de qui a le pouvoir sur quoi. D'un coup, c'est en quittant sa zone de confort, justement, que ces personnages vont vivre pleinement leur vie. Et ils vont la vivre pleinement, que la fin sera recouverte. Pardon, je ne vais pas vous spoiler la fin. Une autre œuvre que je trouve intéressante, et toujours pour rester au Japon, qui s'appelle Tokyo Sanpo, qui est un roman graphique de Florent Chavouet, et qui a la particularité en fait d'être juste un carnet de voyage illustré, avec un dessin très minutieux, et qui va justement en fait donner une autre dimension, qui est cette dimension un peu d'aventure. Puisque ce que fait Florent Chavouet ici, c'est... comment je pourrais expliquer ça en des termes simples, mais c'est qu'à travers en fait juste l'illustration, il va en quelque sorte faire un guide conséquent de 200 pages sur Tokyo. Et par exemple, toutes ces illustrations en fait deviennent de vrais modes d'emploi. Par exemple, on va avoir de véritables cartes dessinées. On va avoir des vues panoramiques qui vont être annotées par son trajet personnel dans la ville, ou encore des planches d'illustration qui vont devenir de véritables notices pour des objets dont on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et c'est marrant, on pourrait faire le lien avec Lost in Translation ici, c'est que depuis le début, je vous parle de standardisation des villes, d'occidentalisation. Et mine de rien, malgré cette standardisation constante des villes qu'on a, il subsiste encore des résistances culturelles. Et les pays asiatiques sont sûrement les plus forts pour résister et conserver leur culture personnelle. Et c'est en ayant ces regards américains ou français sur ces villes qu'on se rend compte qu'il y a justement une cohabitation entre cette standardisation de la ville, cette occidentalisation, notamment dans Lost in Translation, c'est la publicité, voilà, cette marque de whisky qui arrive, c'est aussi la musique, il y a une grande présence de la musique aussi dans le film, avec une scène de karaoké extraordinaire. Et avec Tokyo Sanpo, on a l'inverse, on a justement tout ce qui fait que Tokyo n'est pas encore dénué de sens en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le trajet que nous propose Florent Chavouet, c'est qu'il y a vraiment dans ce qu'il raconte une sorte de traduction à tout, au quotidien des Japonais. Aussi dans la minutie dans laquelle il réalise ses dessins, par exemple ici les plans de chambre, où on a vraiment, je trouve, pour reprendre ce mot, c'est cette notice de vie. Et l'idée de notice, je trouve que ce serait une autre notion à intégrer à notre charte de notre bibliothèque du monde. Cette idée que cette bibliothèque doit nous apprendre quelque chose. Si il fallait faire cette bibliothèque du monde, on ne pourrait pas juste parler de cette standardisation, mais au contraire, il faudrait que cette bibliothèque nous apprenne ce qui fait résistance encore dans les villes. Voilà, on revient à Gotham. Et alors, je voulais absolument parler de Gotham City dans cet exposé, puisque déjà j'aime bien Gotham City. J'ai découvert la série Gotham qui est vraiment intéressante, et déjà je trouve encore plus intéressante qu'elle s'appelle juste Gotham, par le nom de la ville où l'action a lieu. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant avec Gotham, c'est que Gotham n'a jamais été Gotham, puisque Gotham a toujours été New York, dans l'esprit des lecteurs, ou à la rigueur Gotham a été Chicago aussi
cet attrait à la mafia et au banditisme. Mais Gotham a toujours eu la même allure, en quelque sorte, que ce soit en passant par différents créateurs et différents... je suis en train de chercher mes notes, excusez-moi. Oui, en passant par différents créateurs, Gotham a eu différents créateurs, mais toujours eu la même allure. Voilà. Et donc, Gotham City apparaît pour la première fois dans le DC Comics Batman numéro 4 de décembre 1940. Et cette ville, alors il n'y a pas que Batman déjà qui habite dans cette ville, il faut savoir, il y a aussi tous les Justice League, en fait, les personnages comme Flash ou Green Lantern. Et cette ville devient une sorte de colloque géante de super-héros, comme pourrait être justement New York dans les Marvel. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ici New York s'appelle Gotham, puisque New York avait déjà été pris par les Marvel. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat, sinon ça va être long. Mais quand Bill Finger, donc Bill Finger et Bob Kane, n'oublions pas son second papa, crée Gotham, on a cette image de cette ville où règne l'injustice. Et je trouve que ça rejoint un peu la ville du roi et l'oiseau, où il y a cette surveillance constante, où il y a cette voix dans le haut-parleur qui fait « Allô, allô, nous recherchons un petit ramoneur de rien du tout ». Et dans Gotham City, avec le Bat-Signal, on retrouve aussi cette idée de Big Brother, et quelque part Big Brother vous observe. Et dans l'architecture aussi, on peut assimiler Gotham à beaucoup d'autres villes. Par exemple, ici, quand je faisais mes recherches d'images, découvertes en faisant mes recherches, je trouvais intéressant cette planche parce qu'on a vraiment ce rapport à la verticalité. Et j'aimais beaucoup les projecteurs, voilà, qui font très cinéma, très dramatique dans les films. Et quand j'ai voulu la sélectionner, on m'a proposé ces deux images en choix similaires, le Centre Pompidou et la City de Londres. Et comme quoi, on pourrait vraiment y voir une sorte d'archétype, même dans l'architecture. Les archétypes, c'est ce que les gens comme moi en littérature comparée, on en voit partout dans la littérature. Mais là, justement, cette recherche similaire que Google m'a proposée pourrait justement nous mettre sur la piste de cet archétype architectural. Et peut-être, c'est ce qu'il me fallait pour démontrer cette idée de comparaison dans les villes. Car peut-être c'est là où se joue visuellement, en tout cas, la standardisation des villes, dans ce rapprochement des signes dans les villes. En ouvrant ce séminaire, j'avais posé la question « Qu'est-ce que serait une ville ?» cette grande question, et j'avais répondu « La ville est un ensemble de signes ». Et ici, peut-être, on a une réponse en parlant d'ensemble de signes. Est-ce que l'architecture et ce cut-up monumental que nous sommes en train de réaliser par la standardisation des villes, cette reproduction instantanée des modèles architecturaux de ville en ville, on n'a pas un écho justement à ce qu'est-ce que serait une ville que la reproduction d'une autre ville, pardon. Et Gotham pourrait être ça aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image, mais c'est Canary Wharf qu'on avait vu lors de la première séance. Ce quartier, cet ancien quartier de dockers que Margaret Thatcher avait remanié, comme aurait pu le faire Bruce Wayne. Est-ce que Margaret Thatcher est de la famille de Bruce Wayne ? Pour avoir ce quartier d'affaires florissant et où d'un coup les bas-fonds n'existent plus. Puisque je vous rappelle que ce que je vous disais lors du premier cours, c'est que les esplanades de ces villes appartiennent même à des sociétés. Les sociétés payent des entreprises pour les entretenir. Il y a une vidéosurveillance constante et surtout elle a été réfléchie pour que l'architecture puisse coller aussi aux moyens de locomotion, ici en particulier le métro.
Et il y a un plan justement dans un des Batman, mais je me rappelle plus duquel parce que je viens d'avoir l'idée, où on a Bruce Wayne qui est dans un métro aérien qui surplombe les buildings de Gotham, donc il n'est pas dans les bas-fonds puisque le train est aérien. On voit donc la supériorité du personnage qui s'impose ici par la supériorité visuelle, et on le voit serpenter entre les buildings. Et bien, c'est exactement ce qui se passe avec le métro à Canary Wharf, parce que c'est à partir, quand on prend la Central Line, que je dis pas de bêtises, ou la Central Line à Londres, et qu'on reste donc en passant The Bank, Tower Bridge, et ensuite on rentre dans Canary Wharf, le train sort de terre, et en fait on doit changer de ligne pour prendre une ligne aérienne. Et cette ligne aérienne prend exactement presque la même tangente que dans Batman. Je ne veux pas dire, mais il y a trop de coïncidences. Donc, mon âme de chercheur me dit qu'il y a sûrement quelque chose à voir dans ce rapprochement de forme. Et à Gotham, il y a un personnage qui m'intéresse tout particulièrement, qui est le Joker. Eh oui, Enjoy Phoenix. Non. Le film du Joker de Todd Phillips, justement, qui a creusé le personnage du Joker. D'ailleurs, le Joker qui s'appelle Arthur Flake dans le film va trouver en fait sa genèse dans justement ce que Gotham a fait au personnage, en quelque sorte, comme si le Joker était un fruit de la ville, puisque ce que l'on voit en fait dans le film Le Joker, c'est cet écrasement justement de la population par une ville verticale, cette verticalité qui représente en quelque sorte les pouvoirs publics qui écrasent les citadins et qui vont vraiment créer une sorte de misère sociale dans la ville. Et d'un coup, c'est par ce rapport social que la ville va se définir et que le personnage en fait va naître. Et d'un coup, avec le film Le Joker, ce qui va se passer, c'est que on va réussir à avoir de l'empathie pour le personnage du méchant au final, qui sera le méchant qui va faire justement les malheurs de Batman. Parce que là, à l'époque où l'action du Joker se passe, Bruce Wayne n'est encore qu'un enfant, qui est déjà héritier de la fortune de ses parents, mais on est avant l'action de Batman, et on comprend justement un peu les méandres de l'univers. D'ailleurs, il y a une des saisons de Gotham qui est plus centrée sur le Joker, si je ne me trompe pas, c'est la saison 3. Et donc on a ce personnage donc, qui est clown dans la vie. Alors il fait des animations dans les hôpitaux, mais il fait surtout de la pub pour des enseignes. Et il est surtout maltraité par tout le monde. Si quelqu'un doit se recevoir une droite dans le métro, ce sera lui. Parce que c'est vraiment monsieur pas de chance. Et un peu manque de chance va s'accroître, puisque alors il souffre d'une maladie qui est ce rire quand il angoisse, il rigole énormément, et c'est de là que donc Todd Phillips accorde le nom du Joker à Arthur. Et ce mec en fait il a toutes les volontés du monde pour s'en sortir, mais malgré toute la volonté, tout le monde le ramènera toujours plus bas de ce qu'il est. Et c'est toujours des gens en qui Arthur va placer sa confiance. Par exemple, ses supérieurs hiérarchiques ou des gens du corps médical. Et des gens qui vont constamment lui rappeler que, en fait, il va hériter de la condition sociale dans laquelle il est. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'accepte pas. Il va sans cesse vouloir essayer d'être quelqu'un d'autre. Et la ville semble en quelque sorte l'enfermer dans cette folie. Il va sans cesse côtoyer des gens encore plus fous que lui et qui ne vont pas l'encourager à s'élever. Et à Gotham, donc, il y a le Arkham Hospital qui est l'hôpital psychiatrique. Et la présence de cet hôpital dans Batman a un
un sens assez fort, puisque en temps normal, les super-héros, ils emmènent les méchants en prison. Eh bien, pas à Gotham. Les méchants, on les envoie pas en prison, on les envoie à l'hôpital psychiatrique. La peur de l'homme, la folie de l'homme, serait encore une punition pire que l'enfermement, puisque ce serait un enfermement sur soi, justement. Et Arkham a vraiment une place primordiale dans tout l'univers Batman, même DC Comics. Il me semble que dans Flash, ils en parlent aussi. Mais qu'Arkham a ce don de supériorité judiciaire encore plus que les prisons. D'ailleurs, la police dans Batman a une place un peu à part, puisque les policiers, ils sont tous véreux. Il n'y a pas un policier pour attraper un autre. Encore plus dans la série Gotham. Parce qu'ils sont tous corrompus, comme tous les hommes politiques. Et donc on ne peut pas faire confiance, en quelque sorte, à la justice, parce qu'elle est corrompue. Et donc c'est le corps médical qui devient responsable de ça. D'ailleurs, si on regarde un autre virage consacré au DC Comics, Suicide Squad. Suicide Squad où on rencontre un nouveau personnage qui est la fiancée du Joker, qui était infirmière et dont le Joker, étant fou, l'a rencontrée à l'hôpital psychiatrique et a réussi un peu à lui retourner le cerveau, et qui lui a permis donc de s'évader de l'hôpital. Donc là encore, on voit cette présence de la folie. Et c'est intéressant que ce lieu, l'hôpital psychiatrique, trouve sa place comme ça dans la ville. Ce ne serait pas un lieu, c'est souvent la prison qui est remarquée. D'ailleurs, dans une des fresques que Diego Rivera a fait de New York, qui est à la verticale et non à l'horizontale. Et il dépeint en fait les hauteurs de la ville. Et l'étage inférieur de la ville possède des barreaux. Alors plus lié à la banque, mais on voit que les barreaux, comme la prison, voilà, trouvent une place plus logique. Alors que là, c'est l'hôpital psychiatrique. Tout à l'heure, je vous disais que je trouve tellement beau. Oui, alors j'ai aucun lien entre Gotham et Manhattan, quoique on est quand même à New York. Tout à l'heure, je vous disais que je trouvais qu'il n'y a rien de plus beau que les films ou les livres qui s'appellent par le nom d'une ville. Et quand je vous disais qu'il y en avait un en particulier qui avait trouvé un écho, c'est Manhattan de Woody Allen. Quand on dit je vais à Manhattan, c'est je vais voir Woody Allen ou je vais voir Annie Hall. Woody Allen a vraiment créé un mythe autour de New York, qui est loin de Gotham. Peut-être c'est là qu'on pourrait faire le lien entre Woody Allen et Batman. Non, Batman n'est pas Woody Allen et Woody Allen n'est pas Batman. Mais Batman fréquente les bas-fonds, tandis que Woody Allen fréquente les hauteurs. L'un des plans les plus significatifs que Woody Allen a fait de Manhattan n'est pas dans Manhattan, mais se trouve dans Annie Hall. Et je pense que c'est ce moment où Alan retrouve Annie Hall sur la terrasse de l'appartement de Annie pour boire un verre de vin blanc. Parce qu'il n'y a rien de plus new-yorkais que ça. Et je crois qu'il n'y a rien de plus new-yorkais que Annie Hall, on le verra tout à l'heure. Mais Woody Allen nous montre tout sauf la réalité de New York. New York, dans l'œuvre de Woody Allen, est un fantasme, une utopie, contrairement donc à Gotham City, qui serait donc l'inverse de ce monde. Woody Allen nous montre une vision personnelle de la ville, une vision nostalgique, donc déformée, un décor plus grand que nature, des personnages plus petits que nature, totalement perdus, un peu comme le Joker, mais promis, il ne tue personne. Il transforme la ville en un lieu intellectuel et plus voué à de délicieux gourmets qu'à de délicieux aventuriers.
Il tourne en tout 15 films à New York, même aujourd'hui 16, puisqu'il me semble que Il pleut à New York se passe à New York, avec Timothée Chalamet. La vision de New York de Woody Allen est une sorte de variation sur le même thème, une sorte de variation de jazzman. Les protagonistes ont tous des égos surdimensionnés. Ils se posent tous des questions métaphysiques qu'on ne se poserait pas forcément à Gotham City. Le New York de Woody Allen est une ville nourricière qui prodigue une nourriture spirituelle au narrateur, faite de vie où on fréquente les cinémas, les théâtres, les librairies. Les librairies deviennent une sorte d'objet transitionnel, si on emprunte un terme de psychologie, qui serait, pour remplacer le doudou d'un enfant, Woody Allen trouve dans les librairies une sorte de protection naturelle, comme si les questions métaphysiques étaient plus fortes que le rapport maternel. Et les librairies ont un effet assez étrange qui se rapproche plus à la réduction de son anxiété dans la ville de New York, puisqu'il est très rare de voir Woody Allen marcher dans des rues surpeuplées de New York, qu'on a presque l'impression qu'il a privatisé la ville pour tous ses tournages. Étonnant. La ville semble prendre soin de lui, comme une mère juive, comme sa mère. Car Woody Allen est né dans une famille juive, il n'a de cesse de le rappeler dans tous ses films, quitte à ce que New York devienne la nouvelle Mecque pour des gens comme Woody Allen. Il passe son temps au restaurant, un lieu de protection avec évidemment une vue sur la ville où on peut évidemment critiquer les bonnes mœurs de la société new-yorkaise, de la société riche de New York. Car tout comme à l'inverse même de Batman, lui préfère fréquenter Central Park plutôt que les bas-fonds et les hôpitaux psychiatriques, et il préfère même aller voir un psy que prendre rendez-vous dans un hôpital. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Peut-être sur la fiche de Manhattan, en faisant mes recherches, je trouvais une critique assez intéressante, c'est l'image du pont, le pont qui relie. Parce que ce qui est assez intéressant quand on étudie la géographie de New York, c'est qu'on voit clairement que les classes sociales sont déterminées en fonction des quartiers, et que le pont de Brooklyn, par exemple, est l'un des plus grands liens sociaux qui va s'effectuer. Quoiqu'aujourd'hui, Brooklyn est devenu l'un des lieux les plus bobos de New York, voire même du monde, et que même le Queens commence à trouver des lettres de noblesse pour les gens passionnés comme l'art, comme moi. D'ailleurs, quand j'étais à New York, j'étais très déçu parce que quand on m'a dit que j'allais dans le Queens, je pensais que j'allais voir Gotham City, mais j'étais très déçu. Je suis tombé sur le quartier le plus joli de New York. Comme quoi, le cinéma ne nous dit pas toujours la vérité. D'ailleurs, la question de la vérité pourrait être l'une des grandes questions de cette bibliothèque. Est-ce que, quand on lit un livre qui nous parle d'une ville, est-ce qu'elle doit être forcément réelle ou non ? Alors ça va être affaire à suivre parce que je vous donnerai la réponse dans la conclusion. Mais d'ailleurs, Woody Allen a un film qui lui tient assez cher, qui est La Cité sans voile, dont j'avais parlé dans le cours consacré au surréalisme. Et en ouverture du film, la voix off du film dit « Il y a 1 million d'histoires qui se déroulent dans cette ville ». Et par cette ouverture, en fait, Woody Allen a trouvé toutes ces variations pour toute sa carrière. Car même quand Woody Allen tourne à Londres, à Paris, à Rome, à Venise, on aura toujours l'impression d'être à New York. Car la ville, pour lui, devient une valise, devient une sorte de personnage, une sorte de conscience qu'il a toujours avec lui. La ville devient même plus et devient une confidente. Et peut-être même que Woody Allen a transformé New York en Woody Allen. Woody Allen a une phobie, il a la phobie de la campagne, il a peur du rustique et de l'ennui.
Mais il trouve que Paris c'est extraordinaire parce que à Paris les gens sont tous névrosés et que la névrose c'est la plus belle chose qui existe. Et qu'il trouve trop dommage, il trouve très dommage, pardon, je pense que Woody Allen ne dirait pas trop, mais très dommage que les New-Yorkais ne sont pas suffisamment névrosés comme les Parisiens. Donc ici je vous ai mis, j'ai oublié de passer mon diapo, mais dans Manhattan, voilà, on retrouve Woody Allen au MoMA, bien évidemment, parce que Woody Allen est le plus New-Yorkais des New-Yorkais, et tous les New-Yorkais vont au MoMA voir des œuvres d'art qu'ils ne comprennent pas tout le temps, mais ils vont au MoMA, et ça ils peuvent le dire au restaurant, qu'ils vont au MoMA. Et dire à un New-Yorkais qu'il va au MoMA, comme dirait Woody Allen, ça fait très New-Yorkais. Un autre film tourné à New York dont j'ai déjà commencé à parler, voilà, c'est Annie Hall, où cette scène, voilà, tellement new-yorkaise en fait. On est à New York sans être à New York, on est dans cet espace qui nous préserve de New York, on est dans cet espace privé, on est dans le loft new-yorkais. De ce loft avec une forte chance qu'il soit aménagé dans une ancienne usine, comme dans le West Side où tous les anciens abattoirs de la ville sont devenus de luxueux lofts new-yorkais. Et Annie Hall, justement, a cette classe new-yorkaise de vivre dans un petit immeuble avec vue sur New York et avoir la chance d'avoir cette terrasse où, dans cette scène, je pense qu'il se pose les questions les plus métaphysiques de la métaphysique, parce que même moi qui aime la métaphysique, je n'ai toujours pas compris cette scène. Mais j'ai compris qu'ils étaient à New York et qu'ils étaient fiers d'être à New York. Et autre chose qu'ils font et qui deviennent de grandes scènes, c'est aller dans des librairies, parce que ici Woody Allen joue un auteur qui recherche l'inspiration. Et il trouve tellement pas l'inspiration qu'il décide de trouver l'inspiration dans le livre des autres. Aussi, ils vont au cinéma et devant lui se trouve un homme qui pense tout savoir sur le cinéma. Mais Woody Allen, là on peut le voir, il est en train de bouillir parce qu'il ne supporte pas entendre la critique des autres sur des films qu'il n'a encore pas vus et sur des films qu'il ne comprend pas. Et ce qui est très drôle dans cette scène, c'est que c'est une scène totalement absurde, comme il y a souvent dans les films de Woody Allen, mais il décide de faire intervenir le réalisateur du film dont il parle, dont la personne qui est devant lui parle, et le metteur en scène va prouver à cette personne qu'il a entièrement tort. Et tous les films de Woody Allen, c'est un peu ça. Prouver à tout le monde qu'ils ont entièrement tort et que Woody Allen a quand même la classe de leur dire on connaît pas tout, mais on peut quand même faire semblant de croire tout ce qu'on veut. Et quand je vous disais que Annie Hall, c'est un peu tout New York, c'est ça. Annie Hall est devenu en fait un emblème de la mode. C'est ce chic du bourgeois bohème, s'habiller dans une frime new-yorkaise où vos habits coûteront encore plus cher que dans un grand magasin new-yorkais. Mais il faut ça pour s'appeler Annie Hall. Et je voulais juste vous parler d'une dernière œuvre avant de clore, parce que j'ai beaucoup trop parlé, mais je pourrais encore vous parler pendant des heures. Mais je peux pas ne pas vous parler d'une bibliothèque universelle dans laquelle il n'y aurait pas l'attrape-cœur. Parce que en fait, l'attrape-cœur, c'est un peu le tout pourquoi je suis là et le tout pourquoi j'ai une passion pour parler de la ville sans jamais trop en parler, et plus pour parler des gens qui habitent dans les villes. Puisque l'histoire de l'attrape-cœur de Salinger, c'est 3 jours d'errance dans New York, dans une ville totalement déprimée, une ville totalement moche, une ville machine, une ville faite pour les adultes, et surtout c'est une fiction autobiographique. Oui, je le dis enfin, l'attrape-cœur est une fiction autobiographique. Car J.D. Salinger parle de tout le monde, mais il parle surtout de lui. Il parle d'un personnage en quête de sens. Dans ce monde corrompu par les adultes, le narrateur, Holden Caulfield, un jeune adolescent qui vient juste de se faire renvoyer de son lycée, décide de ne pas rentrer tout de suite chez lui parce qu'il a envie de faire autre chose. Bah moi aussi, je suis comme Holden Caulfield, j'ai toujours envie de faire autre chose et je prends beaucoup d'exemples sur lui. Holden décide de rester un peu en ville et il décide d'errer comme un fantôme sans trop savoir ce qu'il cherche, puisque après tout, il cherche à chercher un sens. Il est seul, mais il s'en fout, parce que pour lui, être tout seul, c'est la meilleure des choses, parce que les autres, ce sont tous des adultes, sont des gens qui réfléchissent beaucoup trop. C'est des gens qui réfléchissent surtout beaucoup trop à là où ils sont, sans jamais réfléchir à là où ils vont. Et les seules personnes à réfléchir à là où ils vont dans l'attrape-cœur, ce sont les canards
qui partent pendant leur vol migratoire. Donc Holden, il ne sait pas voler, donc il préfère aller voir des prostituées, se saouler et fumer. Holden n'a rien de conventionnel et c'est ça qui est excellent chez lui. Pourtant, Holden vient d'une famille de l'Upper East Side. L'Upper East Side, J.R. Salinger le connaît très bien parce que c'est là où il a grandi, dans une riche famille. Salinger, c'est un peu un des premiers rebelles. Salinger a toujours cherché à se faire publier, à se faire connaître. Et très vite, il se fera connaître à 22 ans. Il a failli de rater un rendez-vous avec le succès. Puisque à 22 ans, le journal du New Yorker, qui est un journal qui publiait des nouvelles, décide de publier une nouvelle dans laquelle apparaît un drôle de personnage qui s'appelle Holden Caulfield. Mais manque de chance, c'est le début de la guerre. Et Salinger doit partir faire la guerre. Mais Salinger, au fond, il s'en fout un peu d'aller faire la guerre, quoique, il a sérieusement peur. Mais il s'en fout parce qu'il n'est pas tout seul, il est avec Holden. Et Holden, c'est quelqu'un de très cynique, et pour ce qu'il va voir en France pendant le débarquement, il va lui falloir beaucoup de cynisme. Et c'est à son retour en Amérique que Salinger va se rendre compte que cette histoire a encore plus de sens qu'elle n'avait avant. Et l'attrape-cœur, pour vous spoiler l'histoire, c'est la volonté de Holden d'une belle métaphore qui apparaît à la fin du livre. C'est l'idée de se retrouver au bord d'une falaise, avec des enfants qui courent au bord. Et s'ils tombent de cette falaise, ils vont tomber dans le monde des grands, dans le monde de la ville, dans le monde où on réfléchit plus trop, où on cherche juste à marcher et être un con comme les autres, comme il le dit quand il sort du théâtre. Mais Holden a une volonté, c'est de retenir tous ces enfants pour ne pas qu'ils tombent de la falaise. Et que ces enfants restent enfants. Et que, comme Holden, ils aient ce regard critique sur le monde et qu'ils comprennent que cette ville où ils se trouvent, il y a autre chose à faire que de marcher. Et je crois que c'est sur ces mots que je vais finir mon idée de cette bibliothèque universelle. Cette bibliothèque serait donc une bibliothèque faite de rencontres, de comparaisons, de rencontres pas toujours réalistes, puisque si on parle de Gotham, on ne parle pas de New York. Mais si on parle de New York, on parle de Manhattan. Et si on parle de Manhattan, on parle de Woody Allen. Mais Woody Allen n'a pas forcément dit la vérité sur New York. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'au fond, on a beau de parler de tout ça, mais on sait de quoi on parle. On parle de villes qui vont parfois trop vite, mais qui, parfois, quand on prend le temps de lire, le temps de regarder des films, on prend surtout le temps de comprendre. Et c'est en cherchant à comprendre que moi, personnellement, j'ai compris que dans les villes, il se passait des choses parfois graves, quand on met des gens de côté, ou qu'on leur réduit à leur classe sociale. Mais que dans ces villes, il y a autre chose à faire, et que dans ces villes, on peut aussi rêver, et qu'on peut surtout penser à autre chose, et pas toujours à la ville. Merci.